pas par les diapos, d'ailleurs, on va vous demander qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière. De quoi on a parlé? On est bien sûr connaître l'esprit, hein? Oui. D'accord. On était aux perceptions, aux clairvoyances. Mentale. Voilà. Ok, très Juste bien. après les clairvoyances. Exactement, on a parlé de ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on a parlé des clairvoyances? Parce qu'on est dans quelle section de la présentation de l'Oric? Les mentales directes, les directs et les mentales directes. Voilà, exactement. On est dans les perceptions directes qui sont divisées en plusieurs classes, exactement. Et donc, parmi les perceptions directes, on a les sensorielles, mentales, autocognitives et yogiques. Donc, bien sûr que la plus intéressante, c'est les yogiques, hein, c'est celle qui nous intéresse le plus quand on pratique une voie spirituelle, en particulier dans le bouddhisme. Mais les perceptions mentales directes sont aussi importantes parce que, comme on l'a mentionné la dernière fois, c'est aussi mentionné chez les Prasangika pour expliquer comment est-ce que ça fonctionne par rapport aux vérités conventionnelles, comment est-ce qu'on perçoit les choses, etc. Ok, donc j'ai des diapos. Ok. Très bien. Normalement, vous devriez voir Oui. l'image. Ouais, ok. Super. Très bien. Très bien. Ok. Donc la perception directe mentale, donc c'est le média, en fait, c'est le mental lui-même. Ça veut dire que, bien sûr, que là, il y a la représentation du cerveau, ça veut dire que le cerveau est très important aussi. Mais dans la tradition bouddhiste, là, le mental ou la conscience ou l'esprit peut tout à fait fonctionner dans certains cas sans le cerveau. Bien sûr que là, quand on a une perception directe indiquée en cette occasion, on a besoin du cerveau, sinon ça ne fonctionnerait pas. Ok. Donc la définition donnée par Yongzin Pulbuchok, ceci c'est Yongzin Pulbuchok, ouais. Rangi Tsumo Mayumbe Dagen de Gyobe Yiwan la Teneke Makan aussi Tava dans des chiens. Shenri Gisheva. Yingan Gitseni. Shenri Gisheva, c'est vraiment donné par Yongzin Pulbuchok, mais la définition donnée par Geshe Jambel Sambel, le texte que nous on étudie avec la Thierry Boitier, lui il dit juste Tova dans Jeshi Machoe Ripa. Il dit juste cognition. Alors que Yongzin Pulbuchok, il parle d'une hétérocognition. Hein. Une hétérocognition libre de conceptualisation et non erronée, produite en dépendance de sa propre condition dominante en commune, une faculté mentale. Ok, là il y a 2 points en trop. Ok, très bien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui sont indiquées en cette occasion, c'est celles qui nous intéressent maintenant. On a vu la semaine dernière, comme vous le disiez, les clairvoyances, c'est celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion. Donc, celles qui sont indiquées en cette occasion, ce sont par exemple les perceptions mentales directes qui n'ont pas cette connotation de clairvoyance, comme lire l'esprit d'autrui. Ouais, c'est vraiment ce qui suit un train de perception sensorielle. Ok. Celles qui sont indiquées en cette occasion, par exemple, comme Lathiere Boccel l'avait mentionné, il y a marqué dans les sutras, celles qui dépendent de l'œil et celles qui dépendent du mental. Donc, il y a des perceptions, en effet, qui dépendent uniquement du mental d'une certaine manière. Uniquement, pourquoi? Parce qu'il y a les conditions antécédentes et dominantes qui sont du mental, qui sont de l'esprit. Ouais, donc, qui dépendent du mental. Dépendre du mental, ça veut dire dépendre de la condition. Alors, quand c'est une perception sensorielle, vous avez déjà l'habitude d'entendre la condition objectale, la condition dominante et la condition antécédente. Ouais, ça veut dire que parmi ces trois, pour la perception visuelle qui appréhende une langue, par exemple, la condition antécédente, c'est la cause substantielle, on peut dire. Ouais. Vous savez que pour avoir une pousse, vous avez besoin d'une graine, vous avez besoin de l'eau, de la lumière, etc. Ouais, donc, parmi la graine, la lumière et l'eau, la cause substantielle, c'est quoi? La graine. C'est la graine, exactement. Et donc, la lumière et l'eau vont être les conditions coopérantes qui vont aider la graine à produire sa pousse. Et donc là, dans le cadre d'une perception visuelle appréhendant une mangue, vous aurez la condition objectale et la condition dominante qui vont être des conditions coopérantes. Et la condition antécédente, c'est le moment de conscience immédiatement antérieur. Et donc, on peut dire, oui, c'est la cause substantielle. C'est ce qui est mentionné aussi dans Pointing the Way to Reasoning, ouais, Selnek and Boitier. Ok, donc là, vous avez l'effet, ça va être la perception visuelle d'une mangue. Ok. Et donc, pour la perception visuelle, tout va bien. Vous avez une condition objectale qui est de la forme. Vous avez une condition dominante qui est de la forme aussi. C'est ce qui se trouve dans l'organe physique. Et vous avez la condition antécédente qui doit être de la conscience, parce que la conscience produit la conscience.
Ok, pour la perception mentale, la condition dominante et la condition antécédente, les deux sont du mental, les deux sont de la conscience. Ouais, ouais, ça parle à tout le monde? Oui. Ok, très bien. Donc, cette perception mentale, en effet, elle appréhende une forme, c'est-à-dire qu'elle appréhende une langue aussi. Ouais. Et donc, ça veut dire que, comme on le disait précédemment, on ne peut pas faire la distinction entre une perception visuelle d'une langue et une perception mentale d'une langue. Du point de vue de l'objet, on ne peut pas faire de distinction, Mm. parce que c'est le même objet. Ouais. Et la condition antécédente, ça va être la même aussi, c'est un moment de conscience immédiatement antérieur. Donc la différence, c'est du côté de la condition dominante. C'est elle qui nous permet de savoir si on parle d'une perception mentale sensorielle ou une perception directe sensorielle ou une perception mentale. Ouais. Ok, très bien. Et donc la condition dominante ici, c'est un moment c'est justement de ça qu'il s'agit quand on parle dans le texte ici, celles qui dépendent du mental. Ouais. Ok. Et donc mental égale conscience égale esprit en général. Ouais. Dans la plupart des cas. Ok. Très bien. Et donc ça veut dire n'importe quel instant de conscience qui précède cette perception directe mentale. Vous êtes d'accord? Mhm. OK. Et donc, ça veut dire que ça peut être une conscience sensorielle. C'est-à-dire que vous avez d'abord une perception visuelle et cette perception visuelle, cette conscience visuelle, le dernier moment, va devenir la condition dominante pour avoir une perception mentale du même objet qu'aura perçu cette conscience visuelle. Ouais, mais ça peut être aussi une autre conscience sensorielle et ça peut être aussi un moment de conscience mentale, tout simplement. C'est-à-dire que on peut très bien, comment dire, avoir la plupart du temps, dans les textes, ils parlent des consciences sensorielles. Ouais, la conscience mentale ici, bien sûr qu'elle peut être utilisée, mais c'est surtout les consciences sensorielles, hein, qui vont être évoquées parmi les conditions dominantes d'une perception directe mentale. OK, très bien. Et donc ici, comme vous le voyez, la condition dominante et la condition antécédente, c'est un même moment de conscience immédiatement antérieur. Ouais, la condition antécédente, c'est celle qui précède. La condition dominante, c'est celle qui précède. Et on ne peut pas avoir deux courants de conscience mentale, on peut dire. On ne peut pas avoir deux courants de conscience en même temps. Et donc, ça veut dire que ces deux conditions, dominante et antécédente, sont en fait, en réalité, un même instant de conscience. Ouais. Et donc, dans ce cas-là, ce même instant de conscience va avoir deux noms. C'est-à-dire que du point de vue de sa fonction pour produire une perception directe mentale, on va l'appeler condition antécédente, et du point de vue de la condition, on va l'appeler condition dominante, voilà, c'est ça. Oui, condition dominante. Et on va l'appeler condition antécédente pour montrer que le mental, de toute façon, doit être un continuum. Et donc, ça veut dire que ça va être une même entité, ce moment de conscience immédiatement antérieur, ça va être un moment de conscience de toute façon, ça va être du mental, quelle que soit sa nature, ça peut être un mental qui est une conscience sensorielle, comme on l'a dit, parce que mental n'est pas égal à conscience mentale. Ouais, mental, ça peut être n'importe quel esprit principal, donc ça peut être une conscience sensorielle, par exemple. Et du point de vue du fait que cette conscience, cet instant de conscience va produire une perception mentale directe, on va l'appeler aussi condition antécédente. Donc c'est pourquoi on doit de toute façon avoir les trois conditions, les conditions objectales, dominantes, antécédentes, etc. Et là, en fait, conditions dominantes et antécédentes, du point de vue de leur nature, c'est la même chose. Mhm. Mais ce sera deux isolats différents. Elles seront conceptuellement distincts du point de vue de leur fonction différente, on pourrait dire. Ouais, est-ce que ça vous parle? Oui, moi j'ai une question. Oui, En ce qui concerne la condition objectale de la perception mentale directe, la oui. condition objectale de la perception directe sensorielle, elle est pour l'engagement et pour l'apparent pratiquement le même objet, enfin pratiquement. Mais là, est-ce que la condition objectale, c'est comme pour la conceptuelle, c'est un reflet ou est-ce que c'est l'objet directement? Alors oui, il y a toujours l'aspect. Il y a toujours C'est l'aspect, l'aspect. ouais. C'est l'aspect. Ouais. Donc, c'est pas l'objet d'engagement. Enfin, l'objet d'engagement et l'objet apparent sont pas les mêmes là. Ou bien oui. Alors, on pourrait dire que dès l'instant où on parle d'une conscience directe, une conscience non conceptuelle, pour les Donc, consciences non conceptuelles qui ne sont pas fausses, on peut dire que
l'objet qui est leur objet d'engagement et l'objet qui est leur objet apparent doivent être similaires. Oui, c'est ça. C'est pas. Ouais. Ouais, ça veut dire que par exemple, ok, on va dire que par exemple, ok, cette tasse est la condition objectale de la perception directe visuelle, on pourrait Voilà, dire. Ouais. oui, d'accord. Ok. Et donc cette tasse est l'objet d'engagement de cette perception visuelle, et cette Et tasse est aussi l'objet apparent, ouais, de cette perception visuelle. Parce qu'on circonscrit la tasse elle-même. Mmh. Et pour la perception mentale qui va suivre ce moment de perception visuelle, ça va être la même chose. La tasse va être l'objet d'engagement de cette perception mentale directe, et la tasse va être aussi l'objet apparent de cette perception directe mentale. Ouais. Ouais. Donc, c'est pas comme pour les conceptuels. C'est comme Alors, c'est pas du tout comme les conceptuels, exactement, parce qu'une conceptuelle, ça va être quoi l'objet apparent? l'aspect, le reflet, enfin, comment dire, l'image, La, la généralité de sens, le concept. la réalité de sens. Oui. Ouais, exactement. Alors que là, quand on parle de l'aspect, c'est pas du tout le concept. Alors bien sûr que dans le logique de Djamil Shepa, à Jepong Goman, il dit que dans le cas d'une conscience conceptuelle, la généralité de sens, elle fait office d'aspect. D'accord. Ouais. Mmh. Mais quand on parle d'un aspect, c'est pas nécessairement la généralité de sens. Loin de là, puisque justement ici, quand on a la tasse qui projette un aspect à la conscience, Oui. l'aspect est nécessairement impermanent. Hein, Ouais. parce qu'il est projeté, il est produit par la tasse. Ouais, Mmh. Mmh. oui, 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 ça y est. Mmh. oui, ça, Excuse-moi, j'ai laissé parler Daniel. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un support extérieur pour la conscience mentale, c'est différent de ce qu'on va avoir au niveau conceptuel. Alors, en effet, à chaque fois qu'on aura une perception directe, de toute façon, ce sera très différent de la conscience conceptuelle. Parce que une perception directe est nécessairement dénuée d'une généralité de sens. Mmh. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un support externe, alors que dans la conception, la perception conceptuelle, c'est simplement une image qu'on s'est fabriquée, enfin, oui, Oui. qu'on a fabriquée. Exact, exactement. Ça veut dire qu'en effet, quand on parle d'une perception directe, cette perception directe est produite en dépendance de l'objet lui-même, Ça, en oui. dépendance de la condition objectale, mais la conscience conceptuelle, on dira, c'est en dépendance des graines, en dépendance de potentialités qui vont germer dans la conscience. Et donc, c'est surtout en dépendance de ces graines. C'est pas par le pouvoir de l'objet qu'on aura un concept. Ouais, ça veut dire que là, ça veut dire que si on veut voir une tasse directement, il faut qu'il y ait cette tasse. Et donc, c'est par le pouvoir de cette tasse qu'on va avoir l'aspect projeté à la conscience de cette tasse. Mais si on pense à la tasse, j'enlève la tasse, on pense à la tasse, hop, tour de magie, il n'y a plus de tasse. Mais on peut malgré tout penser à la tasse, c'est plus du tout en dépendance de l'objet. C'est-à-dire qu'on peut penser à la tasse avant de la voir, pendant qu'on la voit ou après qu'on la voit. Ouais. C'est plus en dépendance de l'objet, c'est plus par le pouvoir de l'objet, exactement. Ouais, tout Oui. à fait. Donc c'est très différent pour la conscience conceptuelle. Et ça nous apprend aussi, alors c'est sûr que là, c'est vrai, parfois, on se demande quelle est la perspective d'étudier ça, mais si vous lisez, par exemple, le dernier volet du livre, j'adore ces livres en ce moment, je suis à fond dedans, ça s'appelle Appearing and Empty. C'est le dernier livre de la série entre Sasanté, coécrit par Sasanté et la Vénérable Ten Children. Et justement, Sasanté dit, quand il parle de la simple imputation conceptuelle des prasangika, Mmh. il dit qu'en effet, l'objet peut très bien exister après qu'on le conceptualise, pendant qu'on le conceptualise, ou après ou avant qu'on le conceptualise. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'une simple imputation conceptuelle ne veut pas dire que l'objet doit exister uniquement quand on y pense. Mmh. Alors que Et pour donc la ça, ouais, alors que pour la mentale directe, l'objet doit être là, hein? exactement. L'objet doit nécessairement être là pour une perception directe mentale parce que c'est lui qui va être la condition dominante. Alors que qui va être la condition objectale, pardon. Alors que pour une conscience conceptuelle, la condition objectale, ça va être quoi? Les empreintes qui sont déposées dans la conscience. OK. C'est ça qui est intéressant. C'est que Yonzin Bulbuchok dit ça, il dit dans son Loïc, il dit dès l'instant où on a une conscience, on a nécessairement une condition objectale. Quelle que soit cette cognition, que ce soit une cognition directe ou conceptuelle, on a nécessairement une condition objectale. Alors que pour les perceptions directes, bah, c'est l'objet lui-même, on va dire, d'une certaine manière. Et pour la conscience conceptuelle, ça va être les empreintes. Ouais. Alors Ok. Donc ça, c'est intéressant.
Mais ce n'est pas parce qu'on a une condition objectale que tout ce qui relève de cette condition objectale doit nécessairement être réalisé par cette conscience. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que, comme vous le savez, ici d'ailleurs, Yonzin Bulbuchok le dit quand il parle dans le volet intermédiaire. Dans le volet intermédiaire de son Dura, il parle des conditions, etc. Et il dit qu'en effet, tout ce qui est une même substance simultanée en termes de localisation, durée et nature avec l'objet lui-même doit être la condition objectale. Oui. Mais l'impermanence de la tasse, elle en fait partie. Elle fait partie de tout ce qui est une même substance en termes de nature, etc., avec la tasse. Mais est-ce que c'est réalisé, cette impermanence subtile? Non. D'accord. Ouais. Ok. Jimpa? Oui, je me demande s'il est possible, si c'est pas une erreur de faire le lien entre les conditions, ces trois conditions et les trois premiers agrégats. Alors, les La trois premiers agrégats. condition objectale comme étant liée à la forme. Oui. Alors, je ne sais plus quelle est la seconde. Sensation. L'antécédente liée à la forme, la dominante liée à la perception et l'objectal à la... Enfin, tu vois, je ne les connais pas très bien, les agrégats. Mais Oui, l'idée, c'était ça, c'est pour avoir une espèce de hiérarchie dans la perception. Ok. Ok, donc ça, c'est intéressant comme question. Ce qu'il faut essayer de voir dans les 5 agrégats, c'est quoi? Alors, Forme, inconscient. Forme. Sensation, ouais. identification, facteur composé et conscience. Waouh, bravo, Merci. dans le bon ordre et avec les bons termes. Ah, c'est magnifique. Ok. Donc la forme, ok. Donc la forme, quand on parle des formes, on parle des formes externes et formes internes, vous êtes d'accord? Oui, donc c'est les deux. Ok. Oui. Donc en effet, quand on parle des formes, par exemple, cette tasse est une forme externe pour moi, espérons-le. Sinon, ça ferait très mal si je me sépare de cette tasse. En fait, forme externe, c'est quoi la définition d'une forme externe selon ceux qui ont étudié les débats au mois de janvier? Mhm. Ok. Alors c'est loin, hein. C'est loin. C'était il y a un an presque. C'est externe à quoi? À Alors soi, justement, c'est dans la définition. C'est Ah. externe à quoi? qui n'appartient pas au continuum, c'est ça? Exactement, tout à fait. La définition d'une forme externe, c'est l'atomiquement établi, exclu du continuum individuel. Mhm. Ouais. Parce que la définition de matière ou de forme, on pourrait dire, oui, la définition de matière externe, plutôt, ce serait l'atomiquement établi, alors que forme, c'est ce qui est approprié comme étant une forme. Donc on pourrait plutôt dire, oui, la définition de matière externe, l'atomiquement établi, exclu du continuum individuel, et donc forcément la définition d'une matière interne, c'est Qui appartient au continuum individuel. Enfin, voilà, l'atomiquement établi, inclus dans le continuum individuel. Ok, ça veut dire que cette tasse, elle fait partie de l'agrégat des formes, mais elle ne fait pas partie de l'agrégat des formes en dépendance desquelles la personne est imputée. voilà. Ouais. Parce que la personne n'est pas imputée en dépendance de l'agrégat des formes externes. Elle est imputée en dépendance de l'agrégat des formes internes. Ouais, ok. Donc très bien. Maintenant, les formes internes, comme vous le savez, la définition d'une perception directe sensorielle, c'est quoi? C'est une cognition libre de conceptualisation et non libre Non de erroné, qui non erronée. s'engage. Et dont la condition dominante est une forme interne. Exactement, c'est ça, oui, c'est la définition, c'est Toba Dondeshi Machueri, c'est quoi, c'est Rangitimo Maimbe Daken de Gurbe, Wambo Zuchamba la Teneke Bahanshi, Toba Dondeshi Machueri pas. Donc une cognition libre de conceptualisation et non erronée qui est produite en dépendance de sa condition dominante non commune, une forme physique, une forme de la matière, ouais, très bien. Donc, ce qui est une faculté sensorielle physique. Donc, ça veut dire que toutes les formes qui sont internes sont les conditions dominantes des perceptions directes sensorielles. Ouais, ça joue. Oui, oui, oui. Ça veut dire que les facultés visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles, eh ben, c'est tout ce qui est dans le corps. C'est-à-dire que tactile, à part les cheveux et le bout des ongles,
c'est imprégné par la sensation tactile, non? Ben oui. Tout le corps tout entier. C'est Ouais, les ça veut dire formes quand on sources. a froid, quand on a chaud, etc., on ressent cela dans la conscience tactile. Et donc, c'est en dépendance du corps, la peau, les muscles, etc. Vous êtes d'accord? Mhm. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok. Donc ça, c'est très important. Donc ça veut dire que l'agrégat des formes va servir de condition dominante pour les perceptions directes sensorielles. Ok. Et dans les agrégats, il y a sensation, identification, facteur composé et conscience. Et donc, grossièrement, on dira que les 4 derniers, donc sensation, identification, facteur composé et conscience, sont les agrégats mentaux. Mais dans les facteurs composés, il n'y a pas que du mental. Ouais, il y a aussi l'impermanence, les graines, il y a les composés non associés. Ouais. Donc, mais c'est une manière grossière, on pourrait dire, ou superficielle, on dira les 4 derniers sont les agrégats mentaux. Ouais. Mais c'est pas tout à fait précis. Ok. Très bien. Et donc, ces agrégats mentaux vont nécessairement, si on parle des 3 conditions, on dira que la condition antécédente, elle fait partie du dernier agrégat. Oui, nécessairement. Ouais, elle fait partie du dernier agrégat. Les consciences principales. Ouais, les 6 consciences principales. Ouais, visuelle, auditive, olfactive, gustative et tactile. Et ces consciences principales, qui sont, on pourrait dire, en effet, les conditions antécédentes, mais elles sont aussi le résultat. Elles sont aussi le résultat des différents types de perceptions. Quand on a une perception visuelle, cette perception visuelle, c'est une conscience visuelle qui appréhende cela, non? Oui. Donc, les consciences, l'agrégat des consciences, des 6 consciences, font partie des conditions antécédentes, mais aussi les résultats. Les consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales aussi, ouais. Ok. Et ces consciences sont nécessairement associées à des facteurs mentaux, des facteurs mentaux omniprésents. Ouais, sensation, identification, contact, application mentale et intention. Voilà, on a les facteurs mentaux omniprésents qui sont de toute façon en train d'imprégner les consciences, nécessairement, quelles qu'elles soient, les consciences principales. Et après, bah, les facteurs composés. Les facteurs composés, c'est intéressant parce que dans ces facteurs composés, il y en a qui sont associés à la conscience, donc les autres facteurs mentaux, et il y en a qui ne sont pas associés à la conscience, donc les impermanents qui ne sont ni informes ni conscience. Ouais, les composés non associés. Ouais. Par exemple, l'impermanence de la personne. Ouais. Ou les graines karmiques, les graines des afflictions, etc. Ouais, ça c'est impermanent, mais ce n'est pas de la forme, ce n'est pas de la conscience. Donc c'est rangé dans le tiroir composé, facteur composé. Ouais, ça joue? Ouais. Ok. Et donc parmi les facteurs composés, les graines, justement, on pourrait dire les graines, ça fait partie des conditions dominantes et les conditions dominantes et objectales des consciences conceptuelles. Ouais. Et les consciences conceptuelles, elles sont rangées où? Rangé où? Dans les 5 agrégats? Dans les consciences. Dans les consciences, dans les consciences, et en particulier dans les consciences mentales. Oui, d'accord. Ouais. Donc c'est bien d'avoir cette cartographie-là, justement, pour voir comment est-ce qu'une personne est décrite. Parce que, justement, si on observe comment ça fonctionne chez nous, quand on pratique la méditation, les 4 placements de l'attention, etc., sur le corps, les sensations, l'esprit, les phénomènes, etc., c'est bien de savoir, justement, quels sont ces objets d'observation de ces pratiques méditatives. Ouais. Ouais. Ok. Donc ça, c'est important. Ça, c'est très important. Ok, donc on dira en effet que les conditions objectales, on peut dire qu'une condition objectale peut très bien faire partie du continuum de la personne. Par exemple, si je regarde ma main, cette forme qui est la condition objectale de ma perception directe visuelle, elle est incluse dans mon continuum. Ouais. Mais on dira que toutes les conditions objectales des consciences sensorielles ne sont pas nécessairement incluses dans le continuum de la personne. Par exemple, cette tasse. Cette tasse est exclue de mon continuum. Ouais, ouais, ça joue? Ouais. Ok, donc ça c'est important parce que de faire cette distinction-là, ça nous aide aussi à comprendre les tantras. Quand on parle dans les tantras supérieurs des différentes dissolutions du moment de la mort, quand on médite sur ces différentes dissolutions, par exemple dans Guhya Samaja, on parle des différents types les 25 éléments qui se dissolvent au moment de la mort et on visualise tout ça. Et quand on parle des formes visuelles, c'est celles qui sont incluses dans notre continuum qui se dissolvent. Et donc, c'est important de comprendre quelle est la différence entre les formes incluses dans notre continuum et exclues de notre continuum. Ouais. Ok, super. Ça m'a fait penser
à mes élèves et leur téléphone, ils ont toujours l'impression que c'est besoin, c'est attaché à eux leur téléphone et de leur faire comprendre non, c'est pas toi ton téléphone. Oui. Voilà. Donc, et puis moi je me rends compte aussi à certains trucs, je me dis ah non, il faut, c'est pas moi, c'est quelque chose d'autre. C'est vraiment intéressant quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important, ces questions-là, se dire, OK, oui, c'est vrai que l'écran, quand on veut méditer, qu'on se dit, ah tiens, j'ai un mail à envoyer, tout de suite, on pense à notre téléphone. C'est important de se dire, non, c'est une forme externe. Ce téléphone, cet écran est une forme externe. Ça ne fait pas partie de moi. Oui, c'est très important. Excellent, ouais. C'est super. C'est vraiment super. Très bien. Est-ce que c'est plus clair maintenant? Ouais, est-ce que c'est plus clair cette question? OK, très bien. Donc, on peut voir maintenant les différents modes de production. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Les différents modes de production, on avait dit qu'il y en avait 3, vous vous souvenez? Vous vous souvenez de ce que c'était? J'aime bien le soupir. OK. Donc soit on a d'abord une conscience sensorielle, puis un instant infinitésimal de perception mentale directe. Ouais, donc ça, c'est ce qui est généralement accepté dans la tradition Gelugpa. Ensuite, soit, on a, une production alternée. Là, vous avez un premier moment, d'ailleurs, on va le lire dans le texte, un premier moment de perception sensorielle, suivi par un premier moment de perception mentale directe, suivi par un second moment de perception sensorielle, suivi par un second moment de perception mentale, etc. Donc c'est alterné. Et il y a la production des 3 genres. 3 genres, pourquoi? Parce qu'on va avoir une perception sensorielle, une perception mentale en même temps, on va dire, ou on peut dire dès le second moment. Dès le second moment d'une perception sensorielle, on aura une perception mentale en même temps que la perception sensorielle. Et on aura une autocognition. Ouais, donc on aura 2 consciences hétérocognitives et une conscience autocognitive. OK. Et donc là, on va voir justement ce qu'en dit la Tirinpoche. Donc on va voir déjà ce qui est en italique, c'est le texte de Geshe Jambel Sambel. Je crois qu'on était arrivé là. On trouve 3 assertions, c'est page 88, ouais. On trouve 3 assertions relatives à la manière dont les perceptions directes mentales indiquées en cette occasion sont produites. Donc les perceptions directes mentales qui perçoivent une forme. Ouais. OK. La production alternée, la production des 3 genres et la production à la fin seulement du continuum. Parmi ces 3, le mode de production alterné est comme suit. Le premier moment d'une perception directe sensorielle appréhendant une forme est produit. Juste après, le premier moment d'une perception directe mentale est produit, qui appréhende cette forme, cette même forme. Et ensuite, le second moment d'une perception directe sensorielle appréhendant la forme est produit, et ainsi de suite. Ensuite, le second moment d'une perception mentale, puis le troisième moment d'une perception sensorielle, puis le troisième moment d'une perception mentale, etc., etc. Ils affirment qu'entre chaque moment de perception directe sensorielle, un moment de perception directe mentale est produit. OK. Ensuite, donc bien sûr, là, on voit déjà les assertions et on verra les objections données par la Tiriboche. OK. L'assertion relative au mode de production des 3 genres est ainsi. Les 3 que représente le second moment est... attends. Oui, c'est ça. Oui. Les 3 que représente le second moment d'une perception directe sensorielle appréhendant une forme. OK, vous avez, ça veut dire que c'est à partir du second moment. Au second moment, vous avez une perception directe sensorielle qui apprend une forme, et en même temps que ce second moment, vous avez le premier moment, une perception directe mentale, appréhendant cette forme. Et vous avez la perception directe aperceptive ou autocognitive, qui fait l'expérience de ces deux-là. Et donc, ils sont produits simultanément. Ouais, donc on pourrait dire, vous avez d'abord le premier moment de perception visuelle qui appréhende la tasse. Au second moment de perception directe visuelle qui appréhende la tasse, vous avez en même temps le premier moment de perception mentale directe. Et vous avez aussi le premier moment d'autocognition qui fait l'expérience des deux. On pourrait dire que dès le premier moment d'une perception sensorielle, vous avez l'autocognition. L'autocognition, c'est comme le papier carbone. Dès l'instant où vous avez une conscience, une cognition de quelque chose, vous avez nécessairement l'autocognition qui fait l'expérience de cette conscience en train de percevoir. Ouais. Donc c'est ça l'autocognition. Mais elle sera décrite plus en détail par la suite. OK, donc ça, c'est les 3 genres. OK. En bref, il est affirmé que 2 genres dirigés vers l'extérieur et un genre dirigé vers l'intérieur sont produits au même moment. C'est les 3 genres. Le mode de production à la fin seulement du continuum est en accord avec la pensée du Père éminent, la Tsongkhapa, et de son fils spirituel Gyatso Sabje. Une perception directe mentale est produite seulement à la fin du continuum de perception directe sensorielle appréhendant une forme. D'autre part, il est nécessaire d'affirmer, comme cela est évident selon le manuel, le commentaire de Panchen Sonajapa,
Un seul moment très court de perception directe mentale appréhendant une forme est produit dans le continuum de ceux qui ne voient pas très loin. Les êtres ordinaires, Tsultong en tibétain, Tsultong, ça veut dire ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc le bout de leur nez, c'est entre crochets. Ça veut dire, c'est pour faire la différence entre les Aryas. Ouais, les Aryas, les êtres ordinaires, ceux qui ne voient pas très loin, sont ceux qui sont uniquement comme nous, enfin comme moi en tout cas, les êtres ordinaires, ouais, qui ne voient pas très loin. Ok, qui ne voient pas directement le non-soi, etc. Ok, donc ça c'est mentionné, c'est un petit détail en plus, dans le manuel de Panchen Sonajapa, c'est surtout je crois, à Drepung Losling que Panchen Sonajapa a écrit ses commentaires. Ok, donc il faut entendre par indiquer à cette occasion l'occasion où il est dit dans le sutra, les consciences des formes sont de deux sortes, celles qui dépendent de l'œil et celles qui dépendent de l'esprit. Ok, donc l'esprit ou mental ici, manas en sanskrit c'est le mental, et yi aussi en tibétain c'est mental. Ouais. Donc on verra dans la suite du texte, vers la fin du texte, on verra s'il y a toujours du monde. On verra qu'il y a 4 possibilités entre mental et cognition mentale. On verra ça. Mais sinon, il y a 3 possibilités entre mental et conscience mentale. Ouais. Une conscience mentale, c'est nécessairement l'une des 6 consciences, d'accord? Ouais. Mais si c'est un mental, c'est pas nécessairement la conscience mentale. Ça va être n'importe laquelle des 6 consciences dans l'agrégat des consciences. OK. Le mental égale conscience principale. Ok. Très bien. Les perceptions directes mentales non indiquées à cette occasion sont par exemple la clairvoyance qui perçoit l'esprit d'autrui, donc ça on en a déjà parlé. Très bien. Et donc, c'est cool, en plus on a encore du temps. Sakya Pandita, dans le Tsemarikter, identifie donc le trésor de raisonnement, identifie ces explications divergentes du mode de production des perceptions directes mentales comme étant celles de 3 érudits indiens, tous commentateurs du Pramanavartika de Acharya Dharmakirti. Il y a d'abord Prajnakara Gupta pour la production alternée, ensuite le Brahman Shankarananda pour la production des 3 genres, et Acharya Dharmotara pour la production à la fin seulement du continuum. Pour Dharmotara, il y a 2 T. Hein. Ok. Sakya Pandita lui-même réfute la production alternée ainsi que la production à la fin seulement du continuum pour affirmer celle des 3 genres. Sakya Pandita, un grand maître de la tradition Sakyapa, va préférer les 3 genres. Mais dans notre système, nous rejetons le premier et le second et affirmons que les perceptions directes mentales indiquées en cette occasion sont produites à la fin seulement d'un continuum. Donc c'est ce que la plupart des Gelugpa vont accepter. C'est que, et d'ailleurs sa sainteté aussi semble l'accepter, comme on l'avait vu à la page 296 de Realizing the Profound View. Il dit en effet qu'il y a aussi ce moment de perception mentale directe. Et donc ça semble être accepté chez les Prasangika, tel que les Gelugpa l'interprètent en tout cas. Ok, très bien. Ok, donc ça veut dire qu'il y a ces 3 genres, il y a la production alternée, ces 3 présentations, on va dire, la présentation alternée, les 3 genres simultanés, et à la fin seulement d'un continuum de perception sensorielle. Ok, et donc la plupart des érudits, en tout cas ceux qui commentent le texte et l'auteur du texte lui-même, acceptent le 3e, ouais, à la fin d'un train de perception sensorielle directe. Ok. Et la Rinpoche va expliquer pourquoi. Il dit, la production alternée n'est pas plausible, car si un moment de perception directe mentale est produit entre le premier et le second moment de perception directe sensorielle, le continuum de perception directe sensorielle serait discontinu. Et le premier moment de perception directe sensorielle ne pourrait pas être la cause directe de son moment suivant, ce qui doit être le cas. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on aurait une discontinuité, on aurait un premier moment de perception directe visuelle appréhendant la tasse, ensuite vous avez un premier moment de perception mentale appréhendant la tasse, suivi par un second moment de perception directe visuelle. Donc ça pose question. Ça pose question parce que la continuité est tranchée dans ce cas-là. Il y a une discontinuité dans la production de cette perception sensorielle. C'est pourquoi ce ne sera pas accepté la plupart du temps. Ouais, ok. Ensuite, l'assertion de la production des 3 genres est incorrecte, tant sur le plan formel que sur le fond. Sur le plan formel d'abord, l'erreur réside dans le fait que même si 3 genres sont mentionnés, il faudrait en droit qu'il y en ait 2 ou 4. Pourquoi? Ça, c'est des maths.
Donc, on va voir pourquoi est-ce que 2 ou 4, mais pas 3, parce que normalement, chaque conscience est considérée comme ayant une autocognition. Oui. Et donc, si on a 2 consciences hétérocognitives, pourquoi est-ce qu'on a une seule autocognition? Il devrait y en avoir 2 autocognitions. Une qui appréhende la conscience sensorielle et une qui appréhende la conscience mentale. Mm. Oui, Non? oui, Et donc, pourquoi parler d'une seule autocognition et de 2 hétérocognitions? Ça ne fonctionne pas. Et donc, page 91, les 4 sont constitués de 2 genres dirigés vers l'extérieur. Donc, le second moment, une perception directe sensorielle appréhendant une forme, et le premier moment, de perception directe mentale appréhendant cette forme. Donc, les 2 qui appréhendent cette forme. Mm. Et 2 dirigés vers l'intérieur. Une autoperception ou une autocognition, comme vous voulez, pour Ça y est. chacune des 2 dirigées vers l'extérieur. Mm. Ça veut dire que la perception sensorielle visuelle devrait avoir sa propre autocognition. Et la perception mentale directe devrait avoir sa propre autocognition. Donc, on devrait avoir 2 hétérocognitions et 2 autocognitions. Donc, pourquoi parler de 3 genres? On devrait parler de 4 genres. Non? Oui, C'est Ok. plus puissant que les neurosciences. Hein. Oui, exactement. Ouais. Ouais, je ne sais pas si les neurosciences parleraient de l'autocognition, mais oui, peut-être qu'elles n'en parleraient pas. Mais il y a, si c'est intéressant, il y a justement l'esprit de perspective. C'est un neuroscientifique néerlandais qui a essayé d'étudier le Sautrantika, l'épistémologie Sautrantika, et bien sûr les neurosciences, et qui a essayé de faire des comparatifs. Et c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. C'est assez difficile comme texte, mais c'est très intéressant. Et là, s'il est plus publié, donc si vous arrivez à trouver une vieille publication de l'esprit de perspective, ce serait super. Sinon, en anglais, je crois qu'il existe encore. Je crois que ça s'appelle... je ne sais plus comment ça s'appelle. Je mettrai le truc sous la vidéo. OK. Je mettrai les diapos sous la vidéo d'ailleurs. Et dans les diapos que je vous ai montré tout à l'heure, il y a aussi le passage des 2 vérités selon les 4 écoles de Geshe-Dreyfus qui parle de cette invention, entre guillemets, des épistémologues indiens par rapport à ce moment de perception mentale directe. OK. Donc ça, si ça vous intéresse, vous pourrez le lire. OK, j'avais l'accord, bien sûr, de la Vénérable Dechen aux éditions Mahayana pour prendre cette citation du texte quand on avait fait le cours sur les 2 vérités. OK. Mm. Très bien. Et donc, en effet, pourquoi parler de 3 genres si on a 2 hétérocognitions et normalement une autocognition pour chacune des 2? On devrait avoir 4 genres et pas 3. Mm. Ouais. OK. Donc, ceux qui affirment la production des 3 genres ne posent pas 2 autocognitions parce qu'elles sont identiques du fait d'être orientées vers l'intérieur. Mais à cela, notre système répond que dans ce cas, le second moment de perception directe sensorielle appréhendant la forme et le premier moment de perception directe mentale appréhendant cette forme ne devraient pas être posés séparément, puisqu'ils sont identiques en ce qu'ils sont dirigés vers l'extérieur. Mm. Oui, oui. Ouais, le débat, ce serait comme ça. Ce serait de dire, il s'ensuit qu'il y a 3 genres. Pourquoi? Parce que 2 sont hétérocognitifs et 1 est autocognitif. Et donc, il y a 3 genres parce qu'il y a on pourrait dire que l'autocognition, elle est uniquement orientée vers l'intérieur. Et donc, on va dire il y a une autocognition. Et donc, la réponse de l'objecteur, ça va dire oui, mais vous dites 2 hétérocognitions. Et donc, elles sont identiques dans le fait qu'elles soient tournées vers l'extérieur. Donc, on devrait juste dire hétérocognition, autocognition. Donc, juste 2 genres. Mhm. Ouais. Ouais. Ou alors, si on se sent obligé de parler de 2 hétérocognitions, parce qu'il y en a 2, sensorielle et mentale, on Oui. devrait de droit à parler de 2 autocognitions, parce qu'il y en a une qui observe une conscience sensorielle et l'autre qui observe une conscience mentale. Donc on Mm. devrait parler de 4 genres, soit de 2 genres, soit de 4 genres, mais 3, ça ne tient pas. Mhm. Ouais, ça Ouais. joue? Ouais. Ah, bravo, c'est super, parce que là, on comprend ce texte-là, alors que quand on l'étudie tout seul, Non, non, pas du tout. c'est pas pareil. Ouais. Ok. Très bien. Ça, c'est super, ce type de débat. D'ailleurs, ce soir, les débats, on fera une grande révision, on va corriger le quiz et on fera une grande révision générale et on parlera des conséquences aussi. Vous apprendrez aussi à être les objecteurs. Et comme ça, après, vous aurez un grand quiz pendant l'hiver et en mois de janvier, on pourra reprendre un petit peu les bases. Et normalement, le plus dur a été fait. Je fais un petit peu le teaser pour ce soir, pour qu'il y ait du monde. Ok.
Donc, OK. Puisqu'ils sont identiques, en ce sens qu'ils sont dirigés vers l'extérieur. Dans ce cas, on pourrait tout aussi bien proposer une production de deux genres, l'un dirigé vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur. Mais dans tous les cas, il n'est pas justifié de parler de production de trois genres. OK, c'est ce que dit Latine et Poitiers. Très bien. Ensuite, sur le fond, cette production de trois genres est incorrecte parce que le Bouddha a dit que chaque être conscient n'a qu'un seul continuum de conscience. Ouais. Il n'est donc pas correct de poser la production de plusieurs consciences, ce qui revient à affirmer la production simultanée d'un moment de perception directe sensorielle appréhendant une forme, un moment de perception directe mentale appréhendant cette même forme, et une auto-cognition faisant l'expérience des deux. Il est exact que les six consciences peuvent être produites simultanément. Ouais, ça veut dire que vous pouvez très bien voir un bon film, entendre le dialogue et ressentir le goût du popcorn et ressentir la mollesse du fauteuil dans lequel vous êtes assis, etc., etc. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus, et vous pouvez même penser à ce que dit au scénario. Vous pouvez dire, ah, c'est un bon scénario, etc., etc. Ouais, donc, vous pouvez avoir plusieurs consciences qui sont produites en même temps, vous êtes d'accord? Oui. Après, est-ce que certaines sont plus, comme on avait vu précédemment, certaines peuvent être plus attentives que d'autres. Ouais, ça veut dire que là où va se diriger la conscience mentale, là, il va y avoir une forme d'attention plus soutenue. Ouais. Si par exemple on est pris dans le dialogue parce qu'on regarde un film, je sais pas moi, un film un peu un psychodrame, et qu'on se pose plein de questions sur ce que, je sais pas, sur ce que disent les protagonistes, etc., on pourrait zapper complètement l'image. Mhm. Ouais. Ou quand c'est une scène d'action, etc., une course-poursuite, etc. Enfin, ça dépend des courses-poursuites. Il y a la course-poursuite la plus nulle de l'histoire des poursuites en voiture, c'est dans À couteau tiré. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, c'est un très bon film, c'est un Agatha Christie. C'est un très bon film qui est vraiment très marrant. Et c'est l'histoire de la course-poursuite en voiture qui est la plus nulle de toute l'histoire, c'est ce que dit le policier. Ok, ça tombe. Très bien. Moi, ça me pose un peu question, cette histoire des six consciences produites simultanément. Mm. J'ai dans l'idée, j'ai en pensée l'histoire en hypnose, par exemple, on sature l'esprit d'informations et au bout d'un moment, il décroche. Oui, Donc, ça veut dire qu'il y a un moment où on ne peut plus capter. Donc, c'est qu'il y a une séquence, un séquençage des informations qui arrivent à la oui, conscience. Et, tu vois ce que je veux dire? oui, oui, tout à fait. Et il semble que le cerveau fasse comme ça de toute façon, hein. On dit qu'il y a une forme de balayage Oui. d'informations et ensuite le cerveau refabrique une forme de situation ou de monde, d'univers, etc., de situation cohérent. Mais si, si le cerveau n'interprétait pas ou si le cerveau ne fabriquait pas cette situation cohérente, on serait complètement dingue. Ouais, parce qu'on n'arriverait pas nécessairement à faire la corrélation entre une perception visuelle suivie par auditif, par olfactif, gustatif, tactile, etc. Et tout serait un petit peu mélangé. Donc en effet, il semble qu'il y ait un balayage qui soit fait, un balayage d'informations, et que le cerveau refabrique une forme de réalité un peu cohérente qui ne correspond pas nécessairement à la réalité extérieure. Ouais. Donc on pourrait dire ça aussi, oui, tout à fait. Oui, vous savez? Et alors, il en est de même quand on lit, parce que quand on lit, on déchiffre pas toutes les lettres. On a un balayage aussi au niveau visuel qui fait que Oui, tu as un mot qui apparaît. Et donc, si c'est au niveau visuel, on peut sous-entendre que, on peut imaginer plutôt que c'est au niveau auditif, etc. En fait, exactement. le Oui, balayage, oui. il existe tout le temps alors. Je pense qu'il existe tout le temps. Il est tout le temps opéré par notre conscience d'une certaine manière. Et oui, d'après ce que disent les neurosciences, mais il faudrait quand même approfondir tout ça. Il y a en effet ce type de balayage d'informations. Et quand on lit, en effet, on peut tout à fait même lire un texte quand les lettres sont à l'envers, par exemple. Ouais, on arrive à lire. Il y a des textes comme ça, parfois sur Facebook ou ailleurs, où soit les syllabes sont inversées, soit les lettres sont inversées, on arrive à lire quand même. Ouais. Et donc, en effet, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu cette théorie de la lecture intégrale à l'école où ça a été catastrophique pendant des années parce que on n'apprenait pas aux enfants le B à bas, on apprenait à reconnaître un mot entier. Et j'ai discuté avec l'une de mes nièces et il semble que de nos jours, il y a un mélange des deux.
Ouais, ils apprennent à reconnaître certains mots, des mots-clés, et ils les appellent comme ça, des mots-clés. Par exemple, pour, ouais. En fait, c'est l'une des filles de mes nièces qui apprend le français comme ça, et où il y a pour, par exemple. C'est un mot-clé, mais les gamins n'ont pas encore appris que O plus U donne OU. Par contre, ils savent que pour, c'est pour, par exemple. Ouais, donc, il y a des mots-clés comme ça, et donc, ils sentent que ce soit un mélange entre la lecture intégrale et le B.A.B.A., même si le B.A.B.A. fonctionne mieux, de toute façon, ça c'est sûr. Ok, donc ça veut dire qu'en effet, notre conscience visuelle, elle balaye et elle reconnaît des mots sans même avoir besoin de lire toutes les syllabes, etc. Ouais, tout à fait. Et donc, en effet, les autres consciences semblent fonctionner comme ça aussi. C'est surtout pour ça que Geshe Dreyfus a appelé son ouvrage magistral Recognizing Reality. Ouais, c'est reconnaître, on reconnaît la réalité plutôt que la connaître. Ouais, ça veut dire que c'est par la familiarisation qu'on arrive à connaître de mieux en mieux un objet. Et donc, au tout début, on l'apprend, on ne le connaît pas, on ne le reconnaît pas, on l'apprend. C'est après qu'on reconnaît quelque chose sans avoir besoin de fournir beaucoup d'efforts. Ouais. C'est-à-dire que quand vous relirez ce livre-là, vous le comprendrez parfaitement sans beaucoup d'efforts. Ok. Très bien. Et donc, en effet, ça semble être comme ça, ouais, un balayage d'informations. Et la conscience, c'est surtout la conscience mentale, mais on pourrait dire associée au cerveau. C'est la conscience mentale qui réorganise un petit peu ce qui est cohérent. C'est la conscience mentale qui se dirige vers telle ou telle conscience pour certifier tel ou tel objet, en fait, hein, appréhendé par les autres consciences. On pourrait dire ça comme ça, ouais. Ok, très bien. Ok. Et donc, Kelubje, lui, il n'est pas d'accord avec Gyatso Sabje et Lama Tsongkhapa par rapport à cette production. Ouais, lui, il parle de trois genres. Pourtant, Lama Tsongkhapa, c'est son maître racine. Ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Si vous lisez encore dans Appearing and Empty, Sassante le dit, il dit que on a le droit de ne pas être d'accord avec ses enseignants. C'est-à-dire que du point de vue de la personne, on est extrêmement respectueux, extrêmement admiratif, dans la dévotion, etc., etc. Mais par rapport à ce qu'enseigne cette personne, on peut tout à fait être en désaccord. Mhm. On n'est pas irrespectueux d'être en désaccord. D'ailleurs, le Bouddha lui-même, à l'époque, disait les bhikshus et les érudits devraient accepter mon enseignement en le passant au crible de l'analyse individuelle, pas simplement par déférence pour moi. Et donc, si le Bouddha lui-même, on est censé le faire vis-à-vis des paroles du Bouddha lui-même, qui est un Bouddha pleinement éveillé, on peut très bien le faire vis-à-vis de nos enseignants qu'on essaye d'envisager comme des Bouddhas, mais qui ne sont pas nécessairement des Bouddhas. Ouais. Mhm. Ok. Donc c'est très important de ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on nous dit. Et donc on peut tout à fait être en désaccord vis-à-vis d'un point de philosophie, même si on révère nos enseignants, etc. Ce que dit Sassante, il dit par exemple, à l'époque, Acharya Vasubandhu avait différents disciples, et certains de ses disciples étaient meilleurs qu'Acharya Vasubandhu dans certains domaines. Mhm. Ouais. Et il n'empêchait que ses disciples étaient extrêmement dévoués et dans l'admiration et le respect vis-à-vis de leur maître. Mais eux-mêmes étaient en désaccord avec ce que disait Acharya Vasubandhu, par exemple, par rapport à la Visamayalankara ou d'autres points. Ça arrive tout à fait, c'est tout à fait normal. Et c'est ce qui permet la richesse de la philosophie bouddhiste. Donc, pourquoi ici, Kedugye, lui, il prend plutôt la production en trois genres, même si la Tsongkhapa préfère la production à la fin du continuum. Mhm. Ok. Et donc, dans son texte, donc c'est en bas de la page 91, Kedugye, normalement, il y a un H entre le K et le E, mais c'est pas très grave. Kedug Rinpoche soutient principalement le second mode de production dans son ouvrage Éliminer l'obscurité de l'esprit concernant les 7 traités. Il y a plusieurs passages de ce texte qui ont été traduits par le vénérable Geshe Namdak et le vénérable Geshe Lektsok. Ça s'appelle Freedom through Correct Knowing. Ouais, je mettrai aussi l'information sous la vidéo. Et donc, c'est plusieurs passages de ce texte de Kedug Rinpoche en anglais. C'est en anglais pour l'instant. Ok. Donc, bien qu'il ne l'appelle pas production des trois genres. Ouais. Ok. Donc, il préfère ce point de vue-là, même s'il ne l'appelle pas comme ça. Il explique que cela ne contredit en rien la déclaration du Bouddha, voulant que chaque être conscient n'ait qu'un seul continuum de conscience, si celle-ci est interprétée comme indiquant un même genre d'opposé et non un même genre de substance. Ok. Donc, un même genre d'opposé, en fait, c'est dorparichik, ça veut dire un même type d'isolat. Ouais. Dorpa Rikchik en tibétain, ça veut dire un même type d'isolat. Ok, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que entre ces deux mains, elles sont un même type d'isolat, vous êtes d'accord? Même si une main gauche ne sera jamais une main droite, pardon, même si une main gauche ne sera jamais une main droite, les deux mains sont un même type d'isolat. Pourquoi? Parce que la définition de deux phénomènes qui sont un même type d'isolat, ça veut dire que faut que je branche faut que je branche la batterie. J'ai combien là? C'est 20%, ok. Ça devrait le faire, il ne reste pas longtemps. Ok. Donc, deux phénomènes qui sont un même type d'isolat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où notre conscience se dirige vers eux, la pensée innée va dire, tiens, ceci ressemble à cela. C'est-à-dire que vous voyez deux chevaux dans un pré, vous allez vous dire, tiens, ce cheval ressemble plutôt à ce cheval. Même s'ils sont à côté d'un arbre, vous n'allez pas penser, tiens, ce cheval ressemble à cet arbre. Ouais. Vous allez dire, tiens, ce cheval ressemble, est similaire à cet autre cheval. Donc les deux chevaux ici sont deux types, un même type d'isolat. Ouais, ils se ressemblent, tout simplement. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok. Mais ici, ça veut dire ça veut dire que la déclaration du Bouddha qui dit qu'un seul être conscient n'a qu'un continuum de conscience, ça ne contredit pas le fait qu'on puisse avoir plusieurs consciences en même temps. On peut avoir une conscience sensorielle et une conscience mentale en même temps. Ouais, parce qu'une conscience sensorielle et une conscience mentale ne sont pas un même type d'isolat. Ouais. Parce que si on disait qu'elles sont un même type d'isolat, parce que ce sont toutes les deux des consciences, à ce moment-là, on pourrait très bien dire, tiens, ce cheval et cet arbre sont similaires, parce que les deux sont des choses produites, ou parce que les deux sont des existants. Donc, puisque tous les existants sont des existants, on devrait dire, à ce moment-là, tout est similaire. Non? Et ce n'est pas le cas. Ouais, ça veut dire que d'une manière innée, même quand on n'est pas extrêmement formé en langage, etc., ou en philosophie, spontanément, quand on voit deux chevaux l'un à côté de l'autre, on dira, tiens, ça c'est deux trucs qui se ressemblent. Ouais. Et donc, si on voit un cheval et une vache l'un à côté de l'autre, on ne dira pas nécessairement ça. Par contre, si on voit deux chevaux et une vache, on dira, ah oui, tiens, les deux chevaux, ils se ressemblent, alors que la vache, c'est quand même quelque chose de différent. Ouais. Spontanément. Oui. Après, si on est éduqué en langage et en philosophie, voire même dans la voie bouddhiste, on dira ils sont tous similaires parce que ce sont tous des êtres conscients. Mais dans ce cas-là, ça nécessite un apprentissage supplémentaire, non? Non, Dans ce cas-là, Sabine? c'est plus direct, Oui. c'est conceptuel. Dominique, oui? Dans ce cas-là, ça n'est plus direct, c'est conceptuel, la discrimination. Quand Alors, on en dit, effet, cette discrimination, même quand on dit tiens, ceci et cela sont similaires, dans la définition d'un même type d'isolat, c'est quand même conceptuel. Ça veut dire qu'une perception visuelle ne dira jamais ceci, ne dira jamais ceci ressemble à cela. Ouais, c'est nécessairement discursif et donc ça doit être conceptuel. Et ça veut dire que dès l'instant où on oriente notre esprit vers ces objets, il va y avoir cette pensée qui va survenir naturellement. Tiens, ceci ressemble à cela. Ouais. Et c'est pas, alors parfois c'est un peu flou. Ça veut dire que si vous regardez certains objets du quotidien, mais qui sont faits avec de l'art, par exemple, vous avez des tasses qui peuvent ressembler à des objets d'art. Dans ce cas-là, ce serait plus difficile de dire, tiens, cette tasse-là qui est tout à fait banale pourrait ressembler à une tasse qui est quelque chose fait en pâte de verre, magnifique, façon art déco, etc. Et on pourrait en effet, dans ce cas-là, douter. Ouais. alors, moi, Oui, j'ai. vous savez. Ah, Oui. pardon. Vas-y, Sabine. Excuse-moi. Quand tu dis ceci et cela, c'est du fait que quand on a une perception visuelle, c'est suivi d'un train mental et après d'une conscience conceptuelle. Oui. Donc ça veut dire qu'un nouvel objet, on le voit, il y a un train mental et puis on a un concept qui apparaît derrière. Et à partir du moment où ce concept, entre guillemets, pourrait s'imprégner dans notre cerveau, la prochaine perception visuelle du même objet, eh ben, on n'a plus besoin, comment dire, ceci et cela, mais de façon intuitive. Enfin, je veux dire, ça arrive sans réflexion. Enfin, je ne sais pas comment m'exprimer. Si tu comprends ce que je veux dire, non, non, c'est pas clair. Oui, on pourrait dire que, alors dans la définition telle qu'elle est vraiment donnée, je vous la redonnerai sur la vidéo aussi, la définition de deux phénomènes qui sont un même type d'isolat et qui sont impermanents, parce qu'il y a il y a des phénomènes qui sont un même type d'isolat et qui sont permanents. Donc dans ce cas-là, forcément,
il faut nécessairement employer la conscience conceptuelle. Mais dans des phénomènes qui sont un même type d'isolat et qui sont impermanents, comme deux consciences, etc., dans ce cas-là, oui, il y a d'abord la conscience sensorielle, ensuite une conscience conceptuelle qui doit de toute façon dire ceci et comme cela, et peut-être qu'ensuite, en effet, la conscience sensorielle, elle peut être éduquée. C'est ce que dira à un moment donné Acharya Dharmakirti. Et aussi, Latino Rinpoche, je crois, dans la suite du texte, il dit qu'en effet, je crois quand il parle des cognitions valides, qu'en effet, les consciences sensorielles peuvent être éduquées. Ça veut dire qu'à force d'être familiarisé avec un objet, on n'a plus besoin de conceptualiser, ça se fait naturellement, en effet. Donc, ça peut rejoindre ce que tu es en train de dire. Ouais. Ouais, en effet, ça veut dire que la similarité ou la similitude entre deux objets, au moment donné, il n'y a plus nécessairement besoin de conceptualiser de manière vraiment explicite. Tiens, ceci ressemble à cela, ça se fait automatiquement, ouais, nécessairement. Mais peut-être que quand on a une première rencontre avec deux phénomènes qui sont d'un même type d'isolat, deux phénomènes impermanents qui sont un même type d'isolat, en effet, on pourrait nécessiter la conscience conceptuelle qui dise explicitement, tiens, ceci ressemble à cela. Ouais. Après, c'est pas nécessairement cette phrase-là, mais il y aura nécessairement un concept de similarité ou de similitude qui sera présent dans la conscience. Ouais, ouais, en effet. Et donc, en effet, c'est ce que dit. Oui, Dominique, tu voulais dire autre chose, non? Non, je voulais dire que je voyais pas trop le rapport avec l'histoire du continuum, de tout ça. Avec Ah, ok, très bien. Donc, en effet, ça veut dire que Kelugje dit que, en effet, le Bouddha est tout à fait dans le juste hein, quand il dit un seul être conscient a un seul continuum de conscience. Et donc, ça veut dire un seul type d'isolat, un seul type d'isolat à chaque fois, et non un même genre de substance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dzerichik. Dzerichik, c'est un même type substantiel un même type substantiel, ceux qui ont étudié les débats, donc ça on le reverra dans la prochaine saison des débats, là on n'aura pas le temps de les voir cette année, mais un même type de substance et un même type d'isolat, c'est extrêmement différent. Et on pourrait dire qu'il y aurait 4 possibilités entre les deux. Ok. C'est-à-dire un même type, deux phénomènes qui sont un même type de substance, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont produits par la même cause substantielle. Oui. Par exemple, deux grains de blé issus d'un même épi de blé, ils sont générés par la même cause substantielle, l'épi de blé. Mais ces deux grains de blé sont deux entités différentes. Ouais, sont deux substances différentes. Sont même deux isolats différents. Ouais, deux isolats conceptuels différents. Mais ils sont produits par la même cause substantielle. Et donc, c'est pourquoi ils sont un même type de substance. C'est comme ça qu'on décrira le même type substantiel ou le même type de substance. Ouais. OK. Et donc, ici, Kelugje fait cette distinction. Il dit en effet, quand le Bouddha dit il y a un seul continuum de conscience pour une seule personne, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule conscience mentale, une seule conscience sensorielle, visuelle, une seule conscience auditive à chaque fois. On ne peut pas avoir deux consciences visuelles en même temps. Ouais, on ne peut pas avoir une conscience visuelle en même temps qui appréhende une tasse et une non-tasse. C'est pas possible. Si vous regardez une table et une tasse, vous pouvez à la rigueur avoir une conscience sensorielle qui appréhende la table et la tasse, les deux en même temps. Simultanément, tout va bien. Mais vous ne pouvez pas avoir une conscience sensorielle qui appréhende uniquement la tasse et une conscience sensorielle visuelle qui appréhende une non-tasse en même temps et explicitement. C'est pas possible. Ouais. Donc c'est ça que dit Kelugje. Ça veut dire que vous pouvez en effet avoir une seule conscience visuelle qui appréhende un seul objet à chaque fois, ou une conscience auditive qui appréhende un objet à chaque fois. Vous ne pouvez pas avoir deux consciences auditives en même temps, ouais, qui seraient produites par la même conscience, la même cause substantielle. C'est ça qu'il est en train de dire. Et dit en effet, le Bouddha dit que chaque personne possède un seul continuum de conscience si celle-ci est interprétée comme indiquant un même type d'isolat et non pas un même genre de substance. Il dit, pour lui, il n'y a pas de faute concernant la production au même moment de plusieurs consciences d'un même genre substantiel, zélitique. Ouais. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs consciences qui sont un même type substantiel, ça veut dire qu'ils sont produites par la même conscience, la même cause substantielle, mais du moment que ce n'est pas exactement la même conscience. Ouais, ça veut dire que vous pouvez avoir une conscience visuelle et une conscience mentale qui sont produites en même temps, qui sont produites par la même cause substantielle, on pourrait dire un moment de conscience immédiatement antérieur, mais ces deux consciences sensorielles et mentales sont nécessairement des types d'isolats différents.
Ouais, parce que l'une est sensorielle et l'autre est mentale. Ce n'est pas exactement le même type de conscience. Ouais. Mais elles sont un même type substantiel parce qu'elles sont produites par la même cause substantielle, mais ce sont deux types différents. Et donc, c'est ce que dit Kedou. J'ai dit, ça ne contredit pas le Bouddha quand il dit être un seul instant, un seul continuum de conscience. On peut avoir plusieurs consciences qui sont produites par une même cause substantielle dès l'instant où ces consciences ne sont pas un même type d'isolat. Ouais, ça joue? Non, Non? j'ai rien compris. Ok. Excusez-moi. Ouais. Donc ça veut dire que deux consciences qui sont un même type d'isolat, par exemple entre une conscience visuelle appréhendant une fleur et une conscience visuelle appréhendant une tasse, est-ce qu'elles sont un même type d'isolat? Alors, Ah bon? Une conscience visuelle et une conscience visuelle? parce qu'elles sont un même type d'isolat. Putain, j'en sais rien. Bah, tu as dit qu'un même type d'isolat, c'était 2 chevaux pareils. Donc là, c'est pas pareil. Enfin, Oui, c'est un même type non, d'isolat. mais moi, j'ai du mal Oui. à. Même type. Alors, deux chevaux pareils, mais ça pourrait être, par exemple, quand on parle d'un même type d'isolat, ils sont divisés en deux grands genres. Il y a les types d'isolat qui sont permanents et les types d'isolat qui sont impermanents. Et parmi ceux qui sont impermanents, il y en a qui sont des formes, il y en a qui sont des consciences, et il y en a qui sont des composés non associés. C'est-à-dire que entre une personne et une chaise, lesquels sont un même type d'isolat? Personne. Voilà, exactement. Et entre une conscience visuelle appréhendant une fleur, une conscience visuelle appréhendant une table et une conscience mentale, lesquels sont un même type d'isolat? Les deux visuels. Les deux visuels, exactement. Et c'est exactement ce qu'est en train de dire Kedubje. Il dit qu'en effet, on peut très bien avoir une conscience mentale et une conscience visuelle, appréhendant même le même objet. Ce n'est pas grave. Ce sont quand même deux consciences qui sont deux types d'isolats différents. Oui, et alors quel rapport avec le continuum? Et donc, ça veut dire que ça veut dire que ça ne contredit pas quand le Bouddha dit qu'il y a un seul continuum de conscience pour chacun. C'est-à-dire, le Bouddha dit qu'il y a un seul continuum de conscience qui serait un seul type d'isolat à chaque fois. Et donc, en effet, Kedogje dit la conscience visuelle appréhendant la tasse et la conscience mentale appréhendant cette même tasse sont deux types d'isolats différents. Donc, ça joue bien. Ça ne contredit pas ce que dit le Bouddha. Ouais, le Bouddha dit il y a un seul continuum de conscience à chaque fois, ça veut dire un seul continuum de conscience qui serait un seul type d'isolat. Oui, ce qui explique qu'on aurait une conscience tactile et une conscience visuelle en même temps. Exactement, tout à fait, parce que ce sont deux types différents, deux types de conscience différents. Quand on dit un type d'isolat ou un type différent, c'est pareil, hein, tout simplement. Un type d'isolat, c'est pour dire un seul type. Et deux types d'isolat, ça veut dire deux types différents, deux genres différents. Ouais, c'est ça que ça veut dire. C'est moins technique, mais ça veut dire la même chose. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait, en effet, avoir une conscience visuelle, une conscience auditive, une conscience olfactive, une conscience gustative, une conscience tactile et une conscience mentale en même temps. Pourquoi? Parce que ce sont des genres différents. C'est pas exactement le même genre. Ouais. Et quand le Bouddha dit on a un seul continuum de conscience à chaque fois, c'est-à-dire un seul genre à chaque fois, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une conscience mentale conceptuelle et non conceptuelle en même temps. C'est pas possible. Ouais, parce que ça veut dire qu'on aurait un seul type d'isolat en même temps, mais avec des caractéristiques différentes. Ouais, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une conscience visuelle qui appréhende un cheval et un non-cheval en même temps. En même temps, c'est pas possible. Ouais, c'est-à-dire que vous auriez un seul et même type d'isolat, ouais, mais qui serait contradictoire. Ça veut dire que vous auriez deux consciences qui seraient similaires, qui seraient le même genre, mais qui appréhenderaient deux phénomènes extrêmement contradictoires. Ça, c'est pas possible en même temps. Ouais, c'est ce que disait Alfred de Musset. Il faut bien qu'une porte soit ouverte ou fermée. Oui, mais enfin, une conscience visuelle ne peut pas voir un non-cheval. Ouais, alors attends, je vais brancher la batterie, j'arrive. Si elle voit un cheval et un arbre, c'est un non-cheval. C'est pour ça que je ne comprends pas. Ah, merci, Dominique. Non, mais merci, me dis pas merci parce que j'ai rien compris. Je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Non, mais la logique, effectivement, du non-cheval m'avait échappé. Alors, en effet, c'est tout à fait ça. Un arbre est un non-cheval. Ouais, donc, on peut appréhender un cheval et un non-cheval. On peut les appréhender en même temps dans la même conscience visuelle. C'est-à-dire que vous pouvez appréhender un pré, et dans ce pré, vous appréhendez, il y a des chevaux, des non-chevaux, etc. Tout va bien. Ouais.
Donc, ça veut dire que vous pouvez simultanément appréhender plusieurs choses. Ouais. Mais la conscience visuelle, si elle a un seul et même objet ne peut pas avoir deux natures contradictoires. Ouais. Sinon, ça voudrait dire qu'on aurait un même genre de conscience, donc une conscience visuelle, mais qui appréhenderait en même temps deux opposés. Et ça ne fonctionne pas. Ouais, ça veut dire, par exemple, imaginons une conscience mentale qui adore cette tasse et une conscience mentale qui a horreur de cette tasse. Vous ne pouvez pas les avoir en même temps. Elles peuvent alterner, mais vous ne pouvez pas les avoir en même temps. Vous ne pouvez pas en même temps adorer cette tasse et la détester. C'est pas possible. Ouais, c'est ça que veut dire le Bouddha quand on a un seul continuum de conscience à chaque fois. Ouais? Non? Non, ça faudra recommencer, hein. Moi, j'y comprends Oui? rien. Ok. Donc, il faudra recommencer. Ça veut dire que un même genre d'isola, ça veut dire un même genre, tout simplement. Ouais, un même genre d'isola, c'est juste un terme technique pour parler d'un même genre. Ouais. Et quand deux phénomènes sont un même genre, ça veut dire qu'ils sont capables d'engendrer la pensée chez quelqu'un qui oriente son esprit vers ces objets. Cette pensée qui dirait ceci est similaire à cela. Mais en effet, une conscience visuelle et une conscience mentale ne sont pas similaires à tout point de vue. Bien sûr qu'elles ont des similitudes. Ouais, ce sont des consciences, ce sont des phénomènes produits, ce sont des existants, etc., etc. Mais quand on dit un même genre, ça veut dire un même genre, de manière spontanée, on dira, tiens, ceci et cela sont similaires. Et une conscience visuelle et une conscience mentale sont dissimilaires. Ça veut dire que l'une va être engendrée en dépendance d'une faculté physique, l'autre va être engendrée en dépendance d'une faculté mentale. Donc elles sont dissemblables. Ouais. Mm. Ok. Donc elles sont dissemblables et tout va bien. Ça veut dire qu'elles sont dissemblables, mais elles peuvent être engendrées par la même cause substantielle. C'est pas grave. Ouais. C'est ce que dit ici le texte. Il dit, ok. Ok, donc en bas de la page, ok. Il explique que cela ne contredit pas la déclaration du Bouddha voulant que chaque être conscient n'ait qu'un seul continuum de conscience. Si cette déclaration est interprétée comme indiquant un même genre d'isolat, un seul type d'isolat, et non un même genre de substance, et non un même type de substance. Il dit pour lui, il n'y a pas de faute concernant la production au même moment de plusieurs consciences d'un même type substantiel, tandis qu'il en a une pour la production de plusieurs consciences d'un même type d'isolat. Ouais, ça veut dire que plusieurs consciences en même temps qui seraient un même type d'isolat, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir deux consciences mentales en même temps. Vous ne pouvez pas avoir deux consciences visuelles en même temps. Deux consciences auditives en même temps, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez qu'une conscience visuelle, une conscience sensorielle, une conscience auditive, olfactive, gustative et une conscience mentale en même temps à chaque fois. C'est ça que ça veut dire. Mhm. Tout simplement, en fait, ouais. Si on fait abstraction du vocabulaire technique, ça veut juste dire ça. Ça veut dire qu'on n'a qu'une seule conscience visuelle à chaque fois, une seule conscience auditive à chaque fois, même si elles peuvent être produites par une même cause substantielle. Un même type de substance, c'est ça que ça veut dire. Elles peuvent être produites par une même cause substantielle, ça n'est pas grave. Ouais. Donc vous pouvez avoir plusieurs grains de blé produits par le même épi de blé. Ouais. Ok. D'accord, bon, on creusera ça. Ouais, la fois prochaine, ce sera déjà l'année prochaine, parce qu'on a déjà terminé. Mais en tout cas, je voulais arriver jusqu'à ce passage-là, peut-être arriver jusqu'à la fin de ce passage ici, pour être sûr qu'on a terminé là. D'opposer. De sorte qu'il n'y a pas faute, de faute par rapport à l'assertion de la production simultanée d'une perception directe appréhendant la forme et de l'appréhension qui en fait l'expérience. Des consciences, donc, qui sont une même entité substantielle. Ok. Donc là, il faudra quand même corriger la fois prochaine parce qu'on ne parle pas de consciences qui sont une même entité substantielle. On parle de consciences qui sont un même genre de substance. OK. Donc on va laisser tomber cette partie du passage. Ouais, on reprendra ça, hein. Ouais, on reprendra ça. Je reprendrai l'anglais parce que ici, on parle à un moment donné de même genre de substance et après d'une même entité substantielle. C'est pas la même chose. Il y a 4 possibilités entre les deux. OK, donc on verra ça. En tout cas, bravo, vous avez assuré. Si c'est un peu moins obscur qu'avant, d'avoir étudié ça, c'est déjà gagné. Vous avez bien fait de rester. Et on continuera. Ce soir, il y a les débats. C'est, comme on l'a dit, c'est une grande révision.
Et dimanche soir, c'est le dernier cours du soir du dimanche, le dernier cours mensuel de l'année. Après, on verra l'année prochaine, je vous enverrai des infos, tout ça. En tout cas, bravo, merci encore, c'était vraiment super. Bravo, bravo, merci, excellente journée. Ciao, ciao. Ciao, merci. Salut tout le monde.